Bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, on y va. Il y a encore quelques personnes au bar, mais tout ça va se réguler. On parlera de régulation ce soir notamment, sans mauvais spoiler et jeu de mots. Merci déjà, merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette première Happy Hour de l'année. Donc bonne année. Même si, oui, ça, on peut le dire encore, on est le 16, oui, ça se dit encore. Donc bonne année tout le monde. Et il reste des places au fond là-bas, apparemment. Il y a des signes qui sont donnés. Donc bonne année à tout le monde. On commence sur les chapeaux de roue, comme on disait en 2024 et comme on dira encore en 2025, avec un sujet sur les médias. On va fêter notre 6e année. Mettons de côté l'année 2020 où on n'a quasiment pas pu faire notre taf correctement pour raison du Covid. On n'a jamais pris le temps de parler des médias et là, ça faisait 1 an qu'on voulait vraiment se pencher sur le sujet. Je ne vous fais pas un dessin, vous vous doutez bien pourquoi on va parler de ça ce soir. Il y a encore eu la sortie de Mark Zuckerberg la semaine dernière sur l'abandon du fact-checking sur les réseaux. Il y a la concentration des médias, on évoquera ce terme. Il y a effectivement les médias Bolloré et les autres. La place du service public là-dedans, qu'en est-il du service public? Il y a toutes ces questions-là qu'on va poser, Internet bien sûr, YouTube en particulier qui est devenu un média à part entière. Mais avant d'aborder tous ces sujets-là, avant de parler et de répondre directement à cette question, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait intéressant et en tant qu'objet critique médiatique, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Et comment on en est arrivé là, c'est de questionner, par exemple, on se demandera qui consomme quoi. Quel est le média dominant aujourd'hui? Et rien que cette question-là, ça va nous éclairer pour la suite du débat. Ça va être d'abord cette approche-là qu'on va avoir ensemble avec les 2 intervenantes de ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans le paysage médiatique français? Et ensuite, on arrivera sur cette question, est-ce qu'il y a un péril? Et si oui, lesquels? Et comment on lutte contre ces périls-là? Donc, on n'a qu'1 heure. Hein. Mais et bien sûr, derrière, comme on est ici dans une agora, je reprends les termes de Maria, vous aurez le temps, sans algorithme, sans mauvais commentaires, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de nos échanges. Pour avoir la lourde tâche de répondre à toutes les questions et à vos questions, on a la chance d'avoir avec nous Lumi. Bonsoir Lumi. Votre micro. Pas allumé. Il est presque. C'est les aléas du... C'est pas enregistré sur Twitch. Voilà. C'est pas bon? Bon. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Nickel. C'est bon. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tout le monde d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir qu'un sujet comme ça intéresse autant de monde. Donc voilà, effectivement, c'est hyper important qu'on en parle, surtout en ce moment. Donc voilà, vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vais te présenter aussi, savoir, parce qu'effectivement, tu es une star, mais peut-être que tu n'es pas tant star que ça. Peut-être que des gens ne te connaissent pas. Donc tu es vidéaste, tu es journaliste, notamment pour 2 médias indépendants sur YouTube. Tu travailles notamment pour Blast et pour Off Investigation. Et tu t'es spécialisé effectivement sur médias et extrême droite, un des sujets qu'on va grandement évoquer ce soir. Et donc rebonsoir et merci encore à toi d'être ici. Et Maria Santos-Sainz, bonsoir Maria. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences de l'information à l'Institut du journalisme Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA. On peut dire IJBA? Absolument. Très bien, ça m'arrange. De l'Université Bordeaux-Montaigne. Et vous êtes notamment l'autrice de, je vais commencer par le plus ancien, Albert Camus, journaliste, qui est sorti aux éditions Apogée, et un livre tout frais, avec une très belle couverture, Virginia Woolf, journaliste, qui vient de sortir, pareil, aux éditions Apogée. Grâce à notre partenaire Mola, qui est, comme je l'indique très bien, avec un arc de cercle de ma main droite, juste à l'entrée, vous allez pouvoir acheter les livres, les essais de Maria et d'autres sur le sujet à la fin de la rencontre. Donc merci beaucoup et bonne année à Mola. Bonsoir. Je commence, pardon, je suis un peu long. Première question avec vous, Maria. C'est ce que je disais en introduction, qui regarde quoi? Cette question, elle est essentielle parce que si on parle des médias, si on parle de concentration, d'extrême droite, etc., si on ne sait pas qui regarde quoi, ça ne sert pas à grand-chose. Et notamment la place de la télé, qui, vous allez peut-être nous dire, qui est sous-estimée quand même. Absolument, on peut avoir des surprises. Donc ce soir, je suis ravie d'être dans cette agora à parler, donc notamment des pratiques culturelles.
des usages des médiatiques des Français. Donc, il y a plusieurs études qui nous montrent finalement que la télé, il reste une place assez importante. Hein. Et si je voulais vous citer, par exemple, l'étude qui a été présentée les 14 mars en 2024 de l'ARCOM, hein, que c'était la première édition de son étude sur les liens entre les Français et l'information auprès des 3400 personnes à partir de l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est important de voir que les jeunes, ils étaient aussi là. Il révèle, cette étude, que les 14% des Français s'intéressent à l'info et s'informent d'une manière quotidienne. Donc bon, la fatigue informationnelle, il est là, même pas autant qu'on croyait. Ça, combien? 74? Voilà. Et aussi, donc, on voit que 66% des Français, ils regardent la télé tous les jours. Donc, c'est pas autant qu'on le croyait. Et une chose que je viens de vérifier tout à l'heure aussi, il y a l'étude qui mène aussi chaque année les baromètres des Kantar avec la Croix. On le connaît par rapport à l'idée qu'ils ont les Français autour de l'indépendance des médias. Il y a aussi la manière de consommer l'information. Et donc, j'étais étonnée, je voulais vous remarquer que 42% des jeunes entre 18 et 24 ans, ils regardent quand même encore les journaux télévisés, quelque chose que je pensais que c'était quelque chose de complètement démodé. Donc 42% des 18-24 ans regardent le JT tous les jours. Contre, et ça c'est important de le savoir, contre 73% chez les personnes plus âgées des 65 ans. Bon, ça, on voit c'est plus l'écart, attendu. mais quand même, encore, il y a pas que les vidéos courtes, hein, ils regardent énormément de vidéos, notamment à partir des réseaux sociaux, mais la télé, encore, il reste un média dominant. Okay, donc effectivement, quand on entend que la télé c'est mort, que effectivement ce sont les plus de 65 ans uniquement qui regardent la télé, c'est faux tout simplement. Après, ça reste le média dominant. Bien sûr qu'il y a une majorité de personnes plus âgées qui regardent, mais la télé reste le média dominant aujourd'hui en France. Voilà. Tout à fait, encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il commence à descendre, on le voit par rapport à d'autres années. J'ai essayé de comparer les chiffres avec l'année 2018 et on voit à quel point il commence à ça perdre baisse. chez les gens, évidemment, sûr. avec la montée et notamment des réseaux sociaux. Hein, on y reviendra, ouais. Autre question, et c'est un terme qu'on entend souvent, mais qui est peut-être mal compris, c'est le terme de concentration des médias. Donc c'est la question de qui possède quel média. Lumi, on voulait voir ça avec toi. Je crois que tu as quelques ordres de grandeur intéressants là-dessus. Oui, alors c'est vrai qu'on a énormément de nos médias, donc à la fois la presse traditionnelle écrite et puis aussi bien sûr l'audiovisuel, qui sont possédés par des milliardaires. En France, c'est assez fort. En 2023, on avait 9 milliardaires qui possédaient 80 voire 90% de nos médias, donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'une petite poignée de personnes contrôle tout ça. Ça, faut quand même qu'on ait toujours ça en tête. Et aussi, quelque chose qui est très important de savoir, c'est que ces milliardaires, ils ont fait leur fortune. Alors souvent, ils ont quand même hérité de leur fortune, mais disons que leur fortune vient d'activités qui ne sont pas de la presse. Donc finalement, c'est des gens qui ont une fortune qui vient d'ailleurs, parce qu'on a eu des grands patrons de presse. On a eu par exemple Robert Hersant dans les années 70-80, ancien collabo, etc., qui lui mettait la main sur la presse. Mais aujourd'hui, on a surtout des milliardaires qui ont des activités qui n'ont rien à voir. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, mais bon, rapidement, ceux que vous connaissez certainement déjà. On a par exemple Bernard Arnault avec son groupe LVMH qui travaille plutôt dans le luxe, qui lui, par exemple, va posséder... Alors, ça change tout le temps parce que c'est des échanges entre eux régulièrement. Tant que ça reste entre eux, c'est pas grave, mais voilà. Donc, depuis peu, il a le Paris Match, qui avant était à Bolloré. Il a aussi le Parisien, il a les Échos. On a Bolloré, effectivement, qui est un des plus connus, qui aujourd'hui a le groupe Canal avec CNews, qui a également Europe 1, qui a le JDD. Enfin, voilà, je vais même pas faire la liste parce que voilà, ce serait trop long. Et donc lui, par exemple, qui travaille plutôt dans le transport, la logistique, les industries, les plantations, enfin voilà, encore quelque chose qui n'a rien à voir. On a la famille Dassault avec l'armement et l'aviation. Enfin voilà, ils sont en fait dans des domaines aussi, Bouygues, TF1 dans le BTP. C'est des domaines qui n'ont rien à voir avec la presse. Donc on pourrait se dire, pourquoi ils investissent dans la presse? En plus, la presse est quelque chose qui n'est pas du tout rentable. Et donc, vous vous en doutez, c'est pour effectivement pouvoir contrôler finalement ce qu'on va dire, contrôler un petit peu, entre guillemets, l'opinion publique et pouvoir en fait avoir une influence. Et cette influence va être assez forte parce que ça va jouer sur beaucoup de choses. Très souvent, ils vont utiliser, on va dire, ça c'est peut-être le moins grave et encore, la presse pour, par exemple, se donner une très bonne image. Donc, on peut voir, par exemple,
les Dassault et l'armement. Bon, l'armement, ça n'a pas une super image, mais eux, ils ont le Figaro, par exemple. Ils peuvent justifier, par exemple, en disant la France va vendre un super Rafale, etc. Donc, ils peuvent justifier un petit peu leurs activités. Et puis, on a aussi toute la défense de leurs intérêts. Et pour défendre leurs intérêts, souvent, par exemple, il faut empêcher le journalisme d'enquête, le journalisme d'investigation. Il ne faut pas qu'on aille voir, par exemple, s'ils vont faire de l'évasion fiscale ou s'ils vont maltraiter leurs employés. Donc, tout ça, ils peuvent un petit peu garder le contrôle là-dessus. Et pour garder le contrôle là-dessus, ils arrivent très souvent, ils rachètent un journal et en fait, ils foutent un peu le bazar dans les rédactions. Ils vont par exemple déplacer des personnes, ils vont placer des gens de confiance que eux considèrent de confiance à la tête des journaux pour pouvoir justement un petit peu contrôler ce qui va se dire. Et voilà, il y a énormément de choses. C'est vrai que c'est dur de faire ça rapidement. Et je voulais dire quand même que c'est pas que sur les médias aussi. Il y a aussi un petit peu, vous avez peut-être entendu, en ce moment on parle beaucoup de bataille culturelle. Par exemple, si on prend effectivement l'exemple le plus connu donc de Vincent Bolloré, ça s'arrête pas du tout aux médias. C'est-à-dire que lui, par exemple, il va aussi racheter des maisons d'édition. Il contrôle aussi tous les points relais. Les points relais, c'est quand même là où on achète dans toutes les gares de France et tous les aéroports les journaux. C'est là où les gens, évidemment, achètent le plus la presse, puisque c'est là où ils vont avoir la possibilité d'avoir le temps de la lire. Et il possède également, il a beaucoup de pouvoir sur le cinéma, avec Canal+, qui quand même finance beaucoup le cinéma. Voilà, comme j'ai dit, donc les maisons d'édition, etc. Enfin, bref. C'est vraiment, ça va plus loin que les médias. Publicitaire Havas aussi, également. Oui, tout à fait. Et bientôt une école de journalisme. Affichage public. Et bientôt, et aussi une école de journalisme. Je me permets de dire. Faites attention. Quand même. Ouais, tout à fait. Ils reprennent le contrôle sur des écoles de journalisme. Et c'est vrai qu'ils vont exercer finalement aussi de la censure. On sait qu'il y a beaucoup d'enquêtes, de papiers, d'émissions qui se sont arrêtées spéciales investigation sur Canal+. Je pense que c'est l'exemple le plus connu, qui devait de coup enquêter sur les affaires, on va dire, de Vincent Bolloré ou d'amis, tout simplement, de Vincent Bolloré, et qui se sont vus faire donc censurer finalement 7 enquêtes sur 11 qu'ils avaient réalisées. Je vous raconte même pas le travail derrière tout ça qui a été gâché. Enfin, voilà, je vais pas être trop long parce qu'on pourrait y passer énormément de temps. Mais je sais pas si je continue. Ça dépend. Si c'est intéressant, je te laisserai continuer. Ok, je vais juste dire un tout petit truc. Non, alors peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de l'Arcom un petit peu plus tard. Enfin, je vais pas m'étaler sur l'Arcom maintenant, mais vas-y. Non, je voulais juste dire, parce qu'on a un petit peu tendance aussi à se dire, donc du coup, voilà, que tout ça c'est désespéré, etc. Il y a quand même une page historique dans l'histoire des médias qui est assez connue, qui est assez importante, et je pense que c'est toujours bien qu'on la garde un petit peu en tête. C'est donc à la Libération, le Conseil national de la résistance a fait ce qu'on appelait les ordonnances de 44. Donc ordonnance de 1944, et c'était pour en fait libérer la presse des puissances d'argent. Et l'idée c'était de dire, à partir de maintenant, il doit y avoir un homme ou une femme qui possède un média, et que ce soit uniquement ça son activité, qu'il n'ait pas des intérêts ailleurs, que simplement il gère son média. Et en fait c'est hyper important parce qu'on devrait tout simplement, sans même partir plus loin que ça, revenir à ça, ce qui permettrait de bien rappeler que l'information c'est pas une marchandise, l'information c'est censé être un bien culturel. Et voilà, donc on a des pistes, on a des solutions qui sont même très vieilles parfois, et voilà, il faudrait peut-être revenir à ces choses-là. Juste permettez-moi de féliciter, et c'était surtout Albert Camus aussi, quand il écrivait ses éditoriaux à combat, vraiment qu'il a défendu la réforme de la presse et de l'importance surtout de se préserver des puissants de l'argent. Et ça, c'était son cheval de bataille aussi pour l'indépendance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a raté, parce que finalement, on se retrouve dans un cas très inquiétant, notamment d'empire médiatique qui appartient à une ligne éditoriale très définie, et que le Conseil d'État nous permet de dire et d'appeler extrême droite. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, si je devais résumer un petit peu, il y a effectivement la question idéologique et politique derrière qui est poussée ouvertement maintenant par certains propriétaires de médias, mais c'est aussi pour protéger leur business qui rachètent ces médias. En gros, c'est les deux objectifs. Voilà, ouvertement. C'est vrai que je pense que du coup, on en parlera après. C'est peut-être un des sujets principaux de pourquoi on se retrouve ici ce soir, effectivement, de l'influence sur les lignes éditoriales et évidemment cette banalisation de l'extrême droite. J'aime pas trop le terme de dédiabolisation parce que ça fait comme si ça a été diabolisé. Enfin bon. Et donc, mais voilà, peut-être. Et peut-être la petite nouveauté aussi, c'est qu'il y a encore quelques années, notamment avant que Bolloré rachète les médias Canal+ et autres, les propriétaires se cachaient d'intervenir auprès des journalistes directement et des lignes éditoriales. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ils ne s'en cachent plus. Et les exemples effectivement que tu donnes, que les directeurs d'information de ces chaînes, notamment télé, mais aussi presse écrite, sont directement nommés
par les nouveaux propriétaires et interviennent directement. Ça, c'est aussi une nouveauté. Et comment tu l'expliques? Alors effectivement, on a donc voilà l'exemple de Bolloré, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais effectivement c'est le cas de beaucoup d'autres. Alors ils le revendiquent pas comme ça quand ils sont face à une commission d'enquête et tout. Ils disent non non moi j'interviens pas. Après on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui. Bolloré avait parlé de vouloir mener un combat civilisationnel. Donc Bolloré, pour la faire rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de monde malheureusement qui ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un qui est un catholique traditionnaliste, qui a des idées réactionnaires et qui veut véritablement imposer en fait un gouvernement d'extrême droite, et ce voilà par différents moyens. Et c'est pour ça que lui il est prêt à dépenser beaucoup d'argent, parce qu'il perd beaucoup d'argent en investissant du coup dans tout ce monde culturel pour peser un petit peu. Et un autre exemple, je trouve, qui est assez frappant de ce genre de milliardaire qui assume un peu plus, comme tu dis, le fait de vouloir avoir de l'influence, c'est le cas de Pierre-Édouard Stérin. Alors Pierre-Édouard Stérin, il est moins connu peut-être sur son influence sur les médias. Il a essayé de racheter Marianne, ça n'a pas été fait, mais il possède par exemple une chaîne YouTube qui s'appelle Le Crayon. Et il est aussi à la tête d'agences d'influenceurs et d'agences de communication. Donc il a quand même un poids, même si c'est encore différent. Et lui, par exemple, il a carrément un projet qui s'appelle Périclès. Alors chaque lettre veut dire genre patriote, résistant, identitaire. Enfin bon, je ne sais plus voilà, quelle est l'entièreté du titre, mais il devait être super content de l'avoir trouvé. Et ça, à chaque fois, en fait, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est véritablement un plan de 150 millions d'euros sur 10 ans pour faire gagner le Rassemblement national. Et donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui a été révélé par le journal de l'Humanité, et ça a été écrit. Et pour ça, ils veulent passer par différentes façons. Donc par exemple, ils ont choisi 300 villes pour aider des élus RN à gagner ces villes-là. Ils veulent créer un think tank dans le futur. Il y a aussi effectivement de racheter des médias, de placer, de former des cadres, des journalistes, etc. Enfin, il y a vraiment c'est des plans sur le long terme qui sont mis en place. Et c'est pas nouveau, l'extrême droite fait ça depuis très très longtemps. Peut-être qu'on y reviendra. Pardon, je suis toujours un peu long, je sais pas jusqu'où je vais. Je t'en prie. Termine là-dessus et après on continuera. Ouais. Et non, donc voilà. Donc en tout cas, par exemple, le projet Périclès, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est assez parlant. Enfin, c'est vraiment un plan, on dirait un plan machiavélique, mais ça existe. Et non, mais après, sinon, je vais plus m'arrêter. C'est pas grave. C'est mon rôle de te couper la parole, t'inquiète. Pour avancer un petit peu, effectivement, merci Lumi, il y a un des aspects aussi qui a beaucoup changé dans les médias ces dernières années, c'est la place de l'opinion. Il y a une omniprésence de l'opinion, notamment par les fameux éditorialistes, qui sont beaucoup cités, effectivement, quand on rejette les médias, généralement on rejette ces éditorialistes, pourtant ils sont là, ils sont de plus en plus présents, notamment à la télé, médias dominants comme on vient de le voir. Qu'est-ce qui explique cette omniprésence de l'opinion par rapport à l'information et par rapport au reportage dont tu parlais tout à l'heure? Et tout à fait, c'est vrai que c'est un modèle d'abord économique, un choix économique. C'est vrai que ça vient des talk shows américains où invité dans un plateau télé, c'est moins cher que d'envoyer des journalistes reporters sur les terrains. Et donc c'est un modèle qui s'est mis en place dans un premier temps à la radio. On parlait de RMC au départ, et après il a été exporté et adapté à la télévision. Donc d'abord c'est un choix économique, ça coûte moins cher que faire une émission de reportage et des enquêtes. Et c'est vrai que depuis quelques années, on assiste notamment dans des chaînes d'infos en continu à ces modèles, des plateaux, des duels, des éditorialistes qui par ailleurs, et il faut dire aussi que parfois ils sont même pas journalistes, c'est-à-dire qu'on présente sur l'étiquette d'éditorialiste des personnes qui parfois ils viennent d'autres univers, qui connaissent pas bien les faits, qui racontent parfois n'importe quoi. Donc on est un peu dans une espèce de consécration d'une parole parfois très éloignée de la vérité et loin de la vérité. Et c'est quand même assez intéressant. On est dans dans des chaînes, et notamment CNews, c'est vrai qu'avec un lien de l'emprise aussi des médiatiques des Bolloré, dans des chaînes plutôt d'opinion que d'information. Donc c'est quelque chose qui est un peu inquiétant, dans le sens que l'agora publique, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'agora, et les journalismes, c'est vraiment pouvoir aussi rassurer un débat public avec des courants d'opinion assez diverses, et c'est pas toujours assuré. C'est ça les problèmes. Donc est-ce que ce sont de vrais débats?
Et voilà, c'est des faux débats, absolument. C'est Une déjà Bourdieu qui dépolitisation. parlait des faux débats à la télé. Et c'est que je conseille de lire, c'est un classique, je crois qu'il a été Lequel, pardon, publié j'ai pas entendu. sur la télévision. Donc déjà, il parlait des faux débats. Qui Et ça, pardon, j'ai pas Pierre entendu. Bourdieu. Ah oui, oui. Pierre Pardon. Bourdieu. Le sociologue. Oui, mais je vous conseille aussi, il y a quelques ouvrages qui sont très intéressants. J'ai amené aussi, parce que c'est bien de savoir un peu plus. Et il y a ce travail qui a été fait par un journaliste des réflexions, par Nicolas Trong du Monde, qui permet un peu de mieux connaître ces montées de l'opinion et notamment de la société du commentaire dans laquelle nous sommes. Donc on est face à des commentaires on écoute d'abord dans des chaînes d'infos en continu, mais qui sont relayés après par la suite dans les réseaux sociaux. C'est toujours la culture du clash qui va marcher avec des personnes qui parfois ils sont d'accord sur tout, hein, mais ils font semblant, évidemment. Donc c'est vrai que, du point de vue de la démocratie, c'est là qui est inquiétant. Aujourd'hui, c'est la menace de la démocratie, et notamment du débat public. Là, ce qui est intéressant, si je résume, c'est avant tout une question économique Absolument, qui a forcé de nombreux médias à aller vers le débat, le faux débat, avec des personnes en plateau, plutôt que d'aller vers du reportage. Il y a effectivement l'emprise de certains milliardaires qui ont racheté, qui ont empêché des journalistes, mais c'est aussi, il y a de moins en moins d'argent dans les médias, donc allons faire des plateaux, des choses plus simples, pour gagner de l'argent. C'est plus économique. En plus, il a porté beaucoup d'audience, hein, parce que c'est vrai que oui, ça marche. Ça marche, les clashs. Hein, il y a toujours des petites phrases, il y a la polémique, et ça vend. Et ben, malheureusement, ça fait l'audience. Et est-ce que ça, Lumi, ça profite à l'extrême droite Alors, c'est totalement... Ouais. Oui. Non, pardon, c'est moi qui ai mal posé la question. Là, non, tout à fait, parce que l'extrême droite, ça l'arrange énormément qu'il y ait une dépolitisation en général des personnes. C'est-à-dire enfin des personnes. Donc déjà, en fait, que les médias soient tout ce dont on parle là, enfin en tout cas les médias qui sont vraiment marqués à l'extrême droite sont dépolitisés. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des opinions et comme tu le disais, voilà, on se retrouve avec des gens par exemple qui ne connaissent pas du tout leur sujet. On a par exemple sur CNews des gens comme Philippe de Villiers ou Sophie de Menton qui n'ont absolument rien à voir avec des journalistes qui vont parler de sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Et l'idée, effectivement, l'extrême droite, Éric Zemmour l'a dit lui-même pendant ses universités d'été là de cette année, qu'il faut que les Français sortent de la politique. Parce que l'extrême droite, ça l'arrange pas forcément des travailleurs politisés, c'est des travailleurs qui vont faire grève, c'est des personnes politisées, ça va forcément les amener à quelque chose qui, eux, ne leur conviennent pas et qui vont pas vers leurs intérêts, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est vrai que ce qui va aussi avec cette banalisation de l'extrême droite, c'est une criminalisation de la gauche. Et effectivement, vous remarquerez que c'est beaucoup plus simple, en fait, quand on va faire un débat, par exemple, de dire est-ce que vous êtes pour ou contre, oui ou non. Et c'est bien plus compliqué parce que, par exemple, le discours de la gauche va peut-être amener à dire, on va aller regarder, par exemple, du côté des sciences sociales, etc. Il faut prendre un petit peu plus le temps. C'est effectivement ce que raconte Bourdieu dans ce livre-là. C'est qu'on ne prend pas le temps, il n'y a pas le temps, il faut aller extrêmement vite. Et les idées d'extrême droite, elles sont magiques parce qu'il suffit de dire, voilà, si vous avez un problème là-dessus, c'est la faute des immigrés, et puis on passe à autre chose. C'est très rapide, c'est très simple. Alors que non, si on veut aller creuser un petit peu plus et expliquer quelles sont les véritables raisons, il va falloir prendre un petit peu plus de temps. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui joue énormément. Et donc effectivement, juste comme on disait, donc le fait de faire des plateaux d'éditorialistes, c'est quelque chose qui arrange beaucoup, et c'est des gens qui sont de plus en plus d'accord entre eux, qui amènent un discours qui est quand même, alors voilà, qui attaque, on va dire, toutes les minorités en général, mais quand même qui est surtout de plus en plus raciste. Ce qu'on appelle, voilà, la fenêtre d'Overton se décale beaucoup. La fenêtre d'Overton, c'est le champ de ce qui est possible de dire ou ne pas dire. Et plus on va dire des choses scandaleuses, et plus ça va passer. Et en fait, ces médias d'extrême droite emmènent avec eux les autres médias. Et avec eux, en fait, on voit que BFM TV, qui veut faire une course à l'audience, va commencer à suivre aussi et à embaucher aussi des éditorialistes qui viennent eux-mêmes de Valeurs Actuelles, qui sont parfois des influenceurs d'extrême droite qui, pareil, un peu de sorte de nulle part, mais amènent avec eux leur communauté. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Les sources aussi, c'est intéressant d'aller voir, par exemple, quelles sont leurs sources. On peut voir très vite qu'il suffit que le site d'extrême droite F de souche parfois invente une information, même carrément. Ça va se retrouver sur le site de Valeurs Actuelles. Le Figaro va reprendre ça. CNews va reprendre ça, le JDD, et ça peut même arriver jusqu'au service public. Et en fait, ça a vraiment des influences extrêmement fortes. Ce que tu dis là, c'est qu'il y a Bolloré qui cache quelque chose et les autres médias sont obligés de suivre. Et ça se voit dans les audiences. CNews est passé, il me semble, devant BFM
en termes d'audience. Ouais, je crois tout que à fait. c'était l'automne de l'année dernière. Je crois que c'est sur un mois précis. Enfin, je ne sais pas si c'est, j'ai pas regardé, mais c'est que ça marche. Donc derrière, c'est la course à l'échalote. Et les médias se disent, et en plus ce qu'on entend aussi, c'est que on représente la France. Les Français pensent comme ça, donc on va aller sur des opinions, des thématiques qui sont effectivement plus proches de celles de l'extrême droite que de la gauche. Donc Bolloré, ok, mais faisant attention à tous les autres, c'est ça? Alors ça, c'est clairement, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important à retenir parce que ça fait partie des grands clichés qu'on peut avoir quand on s'intéresse à la critique média au tout début. C'est vraiment de se dire le problème c'est CNews et puis par exemple on supprime CNews, C8 et on n'aura plus ce genre de problème. Ça c'est totalement faux. Tous les autres médias sont responsables et ce depuis des années. En fait c'est pas quelque chose qu'on voit depuis 2022 avec par exemple Éric Zemmour qui se lance dans la présidentielle ou depuis le 7 octobre où tous les médias se sont radicalisés à l'extrême droite. Là, vraiment ça pour le coup c'est l'association Acrimed qui a bien montré ça depuis le 7 octobre 2023. C'est vraiment terrible, la criminalisation de la gauche a presque jamais pris une ampleur aussi forte qu'en ce moment. Acrimed, tu peux peut-être rappeler? Oui, ce c'est que une c'est association qui existe depuis des années. Ça veut dire Action Critique Média. Et je vous la conseille fortement d'aller lire leurs travaux parce que donc, eux font de la critique média depuis très longtemps et ils ont beaucoup de choses très, très intéressantes. Et peut-être on peut citer, parce que ça vous permettra aussi, si vous voulez savoir davantage, un ouvrage qui vient de sortir Pauline des Perreno. Pauline Perreno. Perreno, qu'on m'a invité à l'IJBA dans un séminaire d'idéologie et journalisme que je vais modérer récemment, un ouvrage qui vient de publier, une enquête journalistique qu'il a fait qui s'appelle « Les médias contre la gauche ». Si ça vous intéresse, il est publié chez Agon. Très bon livre. Ouais. Ouais. Je sais pas, je continue. Tu parlais que c'était faux de dire que le problème c'était que Bolloré et que Oui, derrière il y avait d'autres. oui. En réalité, le système médiatique et politique est responsable, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, de cette montée de l'extrême droite. Et donc tout ça, ça a commencé. On pourrait vraiment remonter jusque dans les années 80, etc. Donc il faut aussi se dire quand même que les médias accompagnent aussi les politiques, accompagnent aussi les différents gouvernements, les prises de position. Donc très souvent, évidemment, quand on a aussi un gouvernement qui va se radicaliser sur sa droite, très souvent les médias vont suivre. Ils ne sont pas seuls responsables, on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, quand tu disais oui, les Français pensent que, etc., la société, elle, ne se droitise pas autant que les médias et les politiques. Pas du tout. C'est Vincent Tibéri, le sociologue, qui a sorti il n'y a pas très longtemps un livre qui parle de ça, qui explique que en fait, les Français sont quand même sont de moins en moins homophobes, de moins en moins racistes, etc. Mais par contre, le souci, c'est que les politiques, ils vont pas aller lire Vincent Tibéri, ils vont pas faire attention aux réalités sociologiques, ils vont s'appuyer sur ce que va raconter BFM TV, CNews, etc. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a eu droit à la loi immigration. La loi immigration, les Français ne demandaient pas ça. Personne n'avait besoin de ça. Par contre, ils l'ont tellement monté dans les médias que ça a fini par arriver au gouvernement. Et aujourd'hui, il y a une loi qui, du coup, va mettre en danger énormément de monde. Et donc, voilà, ça peut avoir des véritables conséquences sur le réel. Même si les médias ne sont pas tout puissants, ils ont des vraies conséquences sur la vie des gens et par rapport à nos libertés et nos droits. Tu as évoqué, Lumi, je reste avec toi. Juste petite précision avant, donc Vincent Tibéri, avec un J à la fin, qui est prof à Sciences Po Bordeaux, qu'on avait reçu l'année dernière pour parler éducation. Et on vous conseille vraiment son étude sociologique sur, effectivement, non, tous les Français ne sont pas devenus racistes, xénophobes, homophobes, etc. Je referme la parenthèse. Le service public, là-dedans, on n'en a pas encore, tu l'as évoqué un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est un îlot encore aujourd'hui où on peut s'informer, où on peut avoir des sources, où on peut avoir des enquêtes journalistiques? Est-ce que le service public est protégé et protège l'information aujourd'hui? Alors ça aussi, c'est malheureux. Alors bien sûr, si on regarde une chaîne aussi caricaturale que CNews et qu'après on va aller sur France 3, on va se dire oui, bon, heureusement c'est pas pareil et c'est quand même beaucoup mieux. Là-dessus, c'est clair. Il y a France Culture, enfin voilà, on peut quand même se dire bon, ça résiste un peu. Mais en réalité, le service public, malheureusement, il est tout aussi, enfin peut-être pas tout aussi, mais il est aussi totalement responsable de cette montée de l'extrême droite et de la banalisation de l'extrême droite. C'est même d'ailleurs sur le service public que pour la toute première fois, du coup, donc voilà, en ce moment c'est un petit peu l'actualité. Jean-Marie Le Pen, c'était quelqu'un qui n'était par exemple pas connu du tout. Il y avait très peu d'adhérents au Front National à l'époque. Et en fait, c'est en 1984, il a écrit une lettre à l'époque donc à François Mitterrand qui était président, en se plaignant d'être ostracisé, de jamais être invité dans les médias, etc. Et Mitterrand, se disant que ça pouvait lui permettre de peut-être diviser la droite, a décidé d'écrire au patron d'Antenne 2 pour que soit invité pour la première fois à la télévision Jean-Marie Le Pen à la grande émission politique de l'époque qui était L'Heure de vérité.
Et donc, Jean-Marie Le Pen est allé à l'heure de vérité. Il y a des centaines, des milliers de Français qui l'ont découvert, des milliers de Français qui, à la suite de cette émission, ont pris leur carte au Front National. Donc ça a donné vraiment une force énorme, en fait, juste cette apparition à la télévision. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, parmi les journalistes qui interrogent Jean-Marie Le Pen, il y a Alain Duhamel, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, et qui est encore aujourd'hui sur tous les plateaux, et notamment beaucoup sur le service public. Et Alain Duhamel a fait partie des journalistes, par exemple, qui étaient totalement pour d'inviter quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, qui, voilà, comme certainement vous le savez, à cette époque, avait les pires propos possibles. Et on a accepté que ça arrive sur le service public. Donc ça a commencé déjà à ce moment-là. Et ensuite, je ne vais pas prendre des milliers d'exemples parce qu'on pourrait y passer toute la soirée. Mais par exemple, quelque chose aussi que les gens ont souvent en tête, ils se disent le personnage d'Éric Zemmour a été fait par Vincent Bolloré sur CNews. Non, le personnage d'Éric Zemmour, il s'est fait connaître parce que c'est l'éditorialiste qui a été le plus longtemps sur le plateau de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, qui était sur France 2. Il est resté, je crois, de 2006 à 2011, quelque chose comme ça. Et donc, c'est le service public qui a fait un personnage comme Éric Zemmour. C'est pas Vincent Bolloré. C'est ce genre de choses, on a tendance à l'oublier. Et effectivement, on pourrait parler du licenciement de l'humoriste Guillaume Meurice, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, suite à une blague qu'il avait fait sur France Inter. Là aussi, ils ont cédé aux pressions de l'extrême droite. Et le service public, en fait, reprend le cadrage et l'agenda avec les obsessions de l'extrême droite qui sont l'islam, l'immigration, l'insécurité, et ils suivent tout ça, et tous, et effectivement, voilà, je ne vais pas faire la liste de tous les exemples, mais ça aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une responsabilité et de la gauche, et du service public, et ça, c'est voilà. Je précise juste que ce que tu dis sur Guillaume Meurice qui fait une blague, effectivement, suite à cette blague sur Benyamin Netanyahou, a été viré derrière. Ça, c'est documenté. Effectivement, que Adèle Vendrette, la patronne de Radio France, a cédé à des pressions en interne, mais aussi a vu sur les réseaux sociaux à quel point ça avait été mal pris, et elle a cédé et elle a demandé. Donc ça, c'est pas juste toi qui dis que. C'est effectivement documenté. Non, après, tout ce que je vous dis là, c'est pas mon avis. Hein. Oui, non, mais je précise quand même, vous pouvez tout vérifier. Pour préciser effectivement que ce soit bien clair. Juste peut-être rajouter que peut-être ça peut être intéressant aussi de voir un peu les modèles belges en fait de cordons sanitaires qui sont mis en place. Et qui finalement a bien réussi. Hein. Ils n'ont pas eu les scores qu'a eu la France récemment suite à la campagne des législatives. Donc on a beaucoup de choses à prendre. C'est quoi ce cordon sanitaire en Belgique? D'empêcher aussi d'inviter dans des plateaux télé, à la radio, des personnes qui portent des propos racistes, xénophobes, islamophobes. Ça, voilà. ce qu'on va rétorquer, c'est que ça empêcher l'extrême droite de rendre... Voilà. Ne pas inviter aujourd'hui l'extrême droite, c'est pas antidémocratique? C'est la réponse qu'on fait aujourd'hui. C'est le choix effectivement qui a été fait en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas trop tard, finalement? Ça a été un peu trop tard, mais ça n'empêche pas aussi de pouvoir travailler avec la vérité et aussi avoir des plateaux télé avec des opinions vraiment divergentes et pas toujours les mêmes. L'exemple de l'Arcom, je pense que tu peux. Là, l'Arcom a pris la décision d'enlever C8 des chaînes de TNT pour en mettre d'autres et notamment mettre Public Sénat à la place. C'est une bonne décision, ça va dans le bon sens? Ou est-ce que c'est pas trop tard? Alors effectivement, très souvent, quand on parle du cordon sanitaire en Belgique, on sait que ça marche. C'est prouvé, on voit très bien, en tout cas avec les résultats des élections, on voit qu'effectivement, interdire de ne pas donner la parole à l'extrême droite, on voit que ça marche. Après, c'est vrai que la plupart des personnes qui travaillent sur le sujet disent en France, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. On a tellement laissé diffuser les discours. Leurs sujets sont tellement partout qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus, ça ne passerait plus. Personne n'accepterait aujourd'hui que du coup, on n'invite plus l'extrême droite à la télévision. Donc malheureusement, c'est un travail sur le très, très, très long terme. Par contre, rien ne nous empêcherait. Alors là, je reprends effectivement, il me semble, une thèse aussi, je crois, d'Acrimed, si je ne dis pas de bêtises, mais que par contre, on pourrait très bien, petit à petit, retirer, mais c'est sur le temps long. On ne pourrait pas dire du jour au lendemain, on n'invite plus l'extrême droite. Par contre, on pourrait commencer à effectivement lui retirer du pouvoir petit à petit pour que ça redevienne un petit peu plus sain que ça ne l'est en ce moment. Quand je disais qu'ils imposent leur cadrage médiatique, etc., c'est-à-dire que, est-ce que par exemple, vous avez vu très souvent, on prend l'exemple beaucoup de la télévision ce soir, est-ce que vous avez déjà vu à la télévision, par exemple, si on va parler justement d'immigration, comment on va faire pour bien accueillir les personnes exilées?
Comment on va faire si elles se retrouvent confrontées à du racisme, à de la pauvreté, à des difficultés pour l'éducation des enfants, etc. Jamais, jamais vous allez voir ce genre de questions qui sont posées. Et ça va toujours être comment on fait pour mieux contrôler l'immigration. Et donc ça, par exemple, donc tout ce cadrage médiatique, effectivement, on a l'Arcom en France, donc l'Arcom, anciennement le CSA, qu'on appelle le gendarme de l'audiovisuel, qui est censé réguler les médias. Le problème, c'est que l'Arcom, faudrait tout revoir. En fait, il faudrait presque l'enlever et refaire quelque chose qui n'a rien à voir avec un autre fonctionnement, quelque chose qui serait totalement différent. D'abord parce qu'il y a des soucis d'indépendance. Le président de l'Arcom, il est nommé par le président de la République. Donc bon, comme par exemple Emmanuel Macron, il est très proche de personnes comme Bernard Arnault, il veut se rapprocher de Vincent Bolloré. Est-ce qu'il va vraiment nommer quelqu'un qui irait contre leurs intérêts? On peut se poser la question. Donc il y a déjà ça. Et puis aussi, Juste François Hollande également a reconnu qu'il avait, avec l'ancien président du CSA, Exactement. directement, juste pour faire un petit peu de renvoyer la balle politiquement, il était aussi intervenu en tant que président du Parti socialiste et président de la République du patron du CSA. Exactement. Donc, ouais, il y a vraiment ce souci d'indépendance. Et puis aussi, le problème, c'est que l'Arcom, les sanctions que l'Arcom peut infliger à une chaîne, par exemple, eh ben, ça va être des sanctions financières. Ah oui, mais à partir du moment où c'est des milliardaires qui ont des projets idéologiques, politiques derrière, ils s'en fichent. Les amendes, ils les paieront. D'ailleurs, Cyril Hanouna, sur C8, ils s'en vantent ça très souvent. Il dit, mais moi, je peux en dire des conneries. De toute façon, Bolloré, derrière, il va me faire un chèque. Donc, on les paiera, les amendes, c'est pas grave. Et ça, quand il y a eu justement des commissions d'enquête, qu'on leur demandait des comptes, etc., qu'on me disait, bah, vous voyez bien que là, par exemple, sur votre plateau, il y a eu quelque chose qui disait que l'avortement était un crime. Il y a eu quelque chose d'homophobe, il y a eu quelque chose de raciste. Eh bien, ils vont répondre. Donc, quand ont été interrogés, par exemple, Serge Nedjar, qui est le directeur de CNews, ou Maxime Saada, qui est le directeur du groupe Canal, ils répondent, mais c'est pas grave, on fait un excès de vitesse, on paye l'amende. Non, mais vous n'avez pas le droit à la base de le faire, l'excès de vitesse. Mais, écoutez, on paye l'amende, donc où est le problème? Là, on voit clairement que non, c'est clairement pas possible. Et aussi, dernière chose sur l'Arcom, et après je m'arrête là, c'est que l'Arcom, quand même, le truc, c'est que l'Arcom, il faut signaler un passage. Donc, par exemple, on peut dire Pascal Praud, là, a dit quelque chose d'inacceptable, et donc c'est vous, par exemple, qui allez signaler à l'Arcom. Et donc, il sera peut-être sanctionné sur ce petit moment-là. Mais du coup, ça prend comme ça. Donc déjà, il faut que les gens se mobilisent. L'Arcom ne peut pas s'autosaisir. Et puis, ça prend comme ça, du coup, des petits bouts. Mais il n'y a absolument pas une sorte d'analyse, en fait, d'une ambiance de plateau. Par exemple, quand on se retrouve avec 5 personnes de droite ou d'extrême droite qui agressent une personne de gauche sur le plateau, ça, peu importe, il n'y a pas de question de pluralité. D'ailleurs, CNews, pour la pluralité, passe les personnalités de gauche la nuit. Donc c'est pratique comme ça. Et autrement, c'est toute la journée, ce sera des personnalités de droite et d'extrême droite. Enfin bon, bref, le fonctionnement de l'Arcom est vraiment, c'est assez catastrophique en tout cas sur cette question. Je voulais juste, pour compléter, évidemment, des petites victoires, hein, si on faisait référence au cordon sanitaire. Hein. Récemment, depuis le 13 janvier, il y a un réseau américain, mais la filière française On qui va a mis en parler place. d'Internet, ouais. Mais je voulais parler aussi du fait que ça va empêcher de reprendre tous les liens des médias de l'univers Bolloré. Donc c'est le site de microblogging Reddit. Reddit. Voilà, Reddit. donc c'est très utilisé par les jeunes, c'est l'un des sites les plus visités au monde. Dès que vous mettez un lien du groupe Bolloré sur Reddit, la plateforme supprime ces liens parce la plateforme ne fait pas confiance aux médias Bolloré. Voilà, donc c'est que la filière française, on va voir si ça va pas changer, mais ils ont décidé, c'est courageux aussi de leur part, hein, et voilà que vraiment la plupart des médias qui appartiennent à l'univers Bolloré, vraiment ils sont pas fiables, hein, il n'y a pas d'effet, il y a une vérité qui n'a pas été vraiment établie sur les terrains, et c'est pour ça qu'ils ont décidé. Bon, au départ, ils avaient mis en place d'empêcher aussi de relayer tous les liens avec valeurs actuelles et notamment Russia Today. Et depuis le 13 janvier, donc voilà, on peut aussi trouver que voilà, il y a des mesures qui se mettent en place et que c'est une bonne nouvelle. Voilà, tout n'est pas perdu. Il ne faut pas être non plus d'une manière négative. Donc c'est une très bonne nouvelle. Avant d'aller sur la question du péril, restons sur Internet plutôt. Internet qui est vu comme un Eldorado, mais un Eldorado très ambivalent, où d'un côté on a des médias indépendants. On peut prendre l'exemple effectivement de Mediapart qui a commencé sur Internet, qui est souvent cité comme un exemple de médias indépendants qui a trouvé un business model qui a, je crois, plus de 200 enfin facilement quasiment 300 journalistes aujourd'hui. Il y en a d'autres effectivement où tu bosses, Lumi aujourd'hui, Off Investigation et Blast, qui sont des médias plutôt catégorisés à gauche, donc des médias indépendants qui
survivent grâce notamment à YouTube. Et de l'autre, on a des algorithmes des réseaux sociaux qui vont aller effectivement vers ce que les géants de la tech appellent la liberté de la presse. On pourra débattre de ce terme effectivement aujourd'hui, mais ces algorithmes qui enferment des millions de personnes à travers le monde et aussi en France dans leurs opinions. Donc maintenant, c'est assez documenté. Vous allez voir un sujet sur l'extrême droite. Derrière, Instagram, YouTube, Facebook va vous bombarder d'infos sur l'extrême droite. Donc ces algorithmes vont vous enfermer. Et autre chose que font les algorithmes, c'est qu'ils vont tout le temps mettre en avant des publications extrêmes, les plus violentes, les plus extrêmes à droite, les propos les plus racistes, etc., etc. Les algorithmes vont mettre ça en avant. Donc l'ambivalence d'Internet, il est peut-être là aussi. Une capacité énorme de s'informer beaucoup mieux, mais de l'autre, un enfermement via les réseaux sociaux. Comment, toi, Lumi, tu te positionnes par rapport à ça? Tu travailles. Comment? C'est ton outil de travail. Oui. Alors après oui, ce qui fait aussi beaucoup, c'est aussi ce qui, comment les propos qui font le plus réagir aussi, les commentaires et tout ça fait que ça fait aussi monter beaucoup parfois certains sujets. Donc du coup sur plutôt les médias indépendants, enfin toute cette question entre les médias indépendants les contenus d'extrême droite en fait. Oui, bah, et comment est-ce que c'est pas vain, tu vois, c'est aussi la question qui est derrière. Tu te heurtes en travaillant sur YouTube à quand même un mastodonte qui est notamment la puissance même du média qui fait que vous allez forcément être invisibilisé par rapport à d'autres. Donc comment tu travailles avec ça? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que tu le vis bien? Ça va sinon? Oui, non. Pour le coup, j'aurais du mal en fait. Je vais pas forcément parler de moi parce que voilà, c'est très spécifique. Chacun, enfin voilà, par exemple, je me considère pas du tout au même niveau que justement quelqu'un qui va mener des enquêtes à Mediapart, etc. Moi, sur Blast, je fais une émission de critique média effectivement axée avec effectivement le lien avec l'extrême droite, et sur Off Investigation je commande des enquêtes et c'est même pas moi qui les fais, donc c'est facile. Donc pour le coup je parlerai pas de mon exemple à moi. Par contre, ce que je peux dire sur les médias indépendants en général, et ça là pour le coup j'y étais confrontée, mais surtout des collègues, c'est qu'effectivement le problème d'avoir très très peu d'argent, puisque l'argent vient principalement des dons qui sont faits des abonnés, etc., fait que en fait c'est très délicat d'aborder certains sujets parce qu'on a toujours la crainte du procès. On a toujours, parce que par exemple, même si on gagne les procès, parce qu'on dit toujours la vérité, au bout d'un moment, on n'est pas remboursé des frais d'avocat, ça peut aller très très vite. Et en fait, les médias indépendants sont tellement fragiles financièrement qu'effectivement, il y a cette crainte du procès fait qu'il y a beaucoup d'autocensure. Vraiment. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire certaines enquêtes, on ne peut pas dire certaines choses. Nous, on se fait relire par des avocats pour si jamais on a un mot de travers sur quelqu'un. Et on est obligé de faire ça parce que sinon, après, ça peut nous retomber dessus parce que quelqu'un va vouloir porter plainte. Et en fait, si l'extrême droite arrivait au pouvoir demain, elle n'aurait pas besoin, par exemple, de dire, d'imposer une sorte de dictature et de dire j'interdis Mediapart. Elle n'a pas besoin de faire ça. Il suffirait en fait d'attaquer judiciairement, mais sans s'arrêter, et on peut couler un média comme ça. Alors peut-être pas Mediapart, mais encore, mais la plupart des médias indépendants, Médiacité. ça va très très vite. Oui, c'est le cas. Votre micro. Médiacité, c'est un bon exemple, allez-y, ouais. J'ai juste cité, parce que c'est vrai que les directeurs, on avait interviewé, on a fait un exercice au sein de l'école de journalisme à l'IJBA, et cette année, on a fait la guerre de l'info, un site aussi de décryptage et de critique des médias. Et justement, un des reportages de nos étudiants, c'était sur la loi Bayon, et comment certains médias, vraiment, ils souffrent cette offensive aussi de la part des médias Bolloré, des Bolloré également, et Médiacité, c'était un bon exemple. Il nous parlait que vraiment, lui, il mettait plus d'énergie à défendre, à trouver des avocats et essayer de se défendre et trouver des moyens aussi de payer et faire face à ça, qu'aux enquêtes et à la ligne éditoriale de leurs médias. Donc c'est une manière, il y a une idéologie, une manière de les affaiblir. C'est triste, oui. Oui, ils ont plein de moyens d'action. Si on prend l'exemple des milliardaires, effectivement, par exemple, cette semaine, moi, j'avais un peu regardé Bernard Arnault. Bernard Arnault, en fait, pour lui, c'est très simple. Pour pas qu'on parle surtout de ses évasions fiscales, de ses licenciements, enfin, de tout ce qu'on pourrait lui reprocher, soit il achète les médias, mais il peut pas tous les acheter, soit
il met de la publicité, notamment dans la presse papier. Il peut retirer sa publicité pour mettre en difficulté financière un journal. Parfois, il y a aussi, par exemple, il fait des cadeaux luxueux à des journalistes, par exemple des éditorialistes, du coup, qui auront beaucoup de mal après à aller dire du mal de lui. Et enfin, s'il peut vraiment pas faire ça parce que les journalistes ne sont pas corruptibles et que le média ne dépend pas de la publicité, eh bien, il va interdire aux gens qui travaillent avec lui de s'adresser à ces médias. Et donc, c'est La Lettre qui a révélé ça il n'y a pas longtemps, qui dit que Bernard Arnault a écrit personnellement pour dire ne parlez pas. Il y avait Mediapart, Le Canard enchaîné, La Lettre, et je crois qu'il y avait 7 médias en tout. Si La Lettre, c'est un média d'information plutôt à destination des journalistes, sous forme de newsletter. Exactement. Voilà, mais en gros, voilà, c'était, je ne sais plus donc, si c'était 7 ou 9 médias, donc où il interdit, sous menace de possible licenciement, enfin déloyauté, hein, c'est le mot, mais on a bien compris ce que ça voulait dire, de parler à ces médias-là indépendants. Donc vraiment, pour le coup, il peut y avoir énormément de moyens de pression en fait différents, et malheureusement, ça passe beaucoup effectivement par l'argent aussi. Et une manière d'intimider. Hein. Je me souviens, il y a 2 ans, on a eu aussi une lettre vraiment de meilleur avocat des France en droit de la presse, hein, qui nous avait menacés aussi également. Et pour un reportage à l'université, dans un site de décryptage qu'on fait avec nos étudiants, on mène des reportages, des enquêtes. On avait fait sur Russian Today, donc on avait essayé aussi d'avoir le contradictoire. Ça fait partie du travail d'enquête. Et bon, on n'avait pas eu de réponse, hein, c'est vrai que de leur part. Hein, donc on avait cité à partir d'une déclaration, mais bon, on ne l'avait pas eu. Et on a reçu une lettre dans laquelle ils nous menaçaient. Donc c'est une manière aussi d'intimider, de faire comprendre aux jeunes journalistes voilà, qu'il ne faut pas s'attaquer. Et bon, c'est vrai que les choses incroyables, c'est que 3 mois plus tard, il y a la guerre d'Ukraine qui s'est déclenchée. Donc on a compris aussi que la guerre de l'info, voilà, ça a commencé déjà à se livrer, et même en France, dans une école de journalisme, et dans un média qui est un média de niche. Hein. On doit être lu par des étudiants, des journalistes, quelques journalistes, mais on n'est pas non plus. Et quel intérêt, parce qu'ils ont quand même investi une somme d'argent importante pour voilà, payer cette grande avocat et spécialiste du droit de la presse. Et je reviens sur cette ambivalence d'Internet. Vous utilisez les outils, je pense effectivement à Blast ou à Off Investigation, vous utilisez les outils fournis par les géants de la tech. C'est des géants de la tech qui aujourd'hui, on a tous et toutes entendu effectivement le revirement de Mark Zuckerberg la semaine dernière. Elon Musk, effectivement, qui maintenant, ça fait quelques mois, années qu'il ne se cache plus. Est-ce que c'est une question, je reste un tout petit peu avec Lumi, après je reviens avec vous Maria, est-ce que c'est une question qu'on se pose quand on est un journaliste indépendant ou on a besoin de ces médias-là, de ces plateformes numériques-là pour exister? C'est vrai qu'on parle des pressions exercées par exemple, donc, les milliardaires, les groupes, etc. Mais effectivement, on n'a pas parlé, par exemple, des pressions exercées par l'extrême droite elle-même, donc qui est pas forcément, donc là, qui peut passer effectivement par le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ah, tu réponds pas à ma question. Ah, c'était pas... Non, ah oui, t'es dans ton tunnel. Non, mais la question, c'était pas on fait comment. La question, c'est est-ce qu'on part des plateformes ou pas? Oui, comment oui, on fait pour c'était ça. Parce que alors après, si c'est des genre pour le coup, sinon c'est pas du tout. Je saurais pas te genre par exemple par rapport à YouTube ou Twitch. Ça, je saurais pas te répondre, je sais pas. Moi, je fais mon émission et. Ouais. Très bien, c'est honnête. Ça, c'est les choses qu'il est en train d'évoquer, c'est très intéressant. Toi, tu sauras mieux répondre parce que quand j'y pense, allez-y, prenez. Les journalistes qui ont été menacés récemment suite à la pétition qu'il y a eu avant la campagne des législatives, dans lesquelles c'était juste une pétition pour défendre la liberté d'expression. Enfin, parmi les personnalités menacées d'une balle dans la nuque, il y avait des journalistes, des avocats, et c'est quand même assez inquiétant. C'est vrai qu'il y a plusieurs médias, notamment aussi Street Press, qui ont subi des agressions. Il y a d'autres médias, des journalistes. Street Press qui avait enquêté effectivement sur, ils avaient appelé ça les brebis galeuses, tous ces candidats Rassemblement National aux législatives, aux européennes ou aux législatives, je ne sais plus, qui avaient des casseroles assez importantes d'homophobie et de xénophobie, mais qui étaient quand même candidats pour des partis de droite et d'extrême droite, pas que d'extrême droite. Voilà. Et ils s'étaient fait attaquer, harceler sur Internet pour avoir mené cette enquête. Et donc, nous, on avait organisé un séminaire dont les titres, c'est idéologie et journalisme, dans lequel on a invité aussi des journalistes, Sonia Amadi, qui avait été
est menacée, et pour témoigner, voir un peu voilà, toutes les conséquences aussi des difficultés également après par la suite de cette menace. Nous aussi, on a subi au sein de la Fabrique de l'Info, que ce site d'analyse des critiques des médias qu'on met en place l'année dernière, il y a une étudiante qui avait fait un décryptage sur les sites d'extrême droite français des souches. Rêve de souche, ouais. Et donc, 3 mois plus tard, une fois que son papier, son article et sa vidéo c'était en ligne, il a subi un harcèlement incroyable avec des menaces, des viols, etc. Donc, bon, ça aussi, personne n'est épargné. Donc, c'est quand même, j'ai l'impression que la parole, plus que la parole, les menaces, ils sont complètement décomplexées. On est dans un contexte assez inquiétant qu'il va falloir aussi voilà, un peu faire les possibles pour vraiment sauver les débats aussi et de pouvoir voilà, garantir le travail des journalistes et entrer dans un contexte démocratique raisonnable. Restons sur, parce que vous ne voulez pas répondre à ma question sur Internet, donc je vous laisserai poser des questions sur Internet, parce qu'apparemment c'est un Par contre, sujet. moi je peux, hein, parce que pour moi ça mais si. m'inquiète. J'ai passé tous les week-ends, je vous avoue, ces week-ends en train d'enquêter sur les libertariens. Donc avec une amie qui va faire une émission, un podcast, on s'est changé des liens sur la question. C'est vrai que ce pouvoir technopolitique, c'est vrai que les géants du net qui vraiment ils décident maintenant de plus mettre en place des fact-checking donc sur les réseaux sociaux. Tout le monde a suivi aussi l'actualité par rapport dans un premier temps, et donc avec X, Elon Musk, et aussi comment la dictature de l'algorithme aussi, on les voit en permanence. On se met sur Twitter, on voit que les tweets et les ingérences aussi étrangères de la part d'Elon Musk. Et maintenant, c'est vrai qu'on était tous perplexes d'apprendre que finalement, Meta, il s'est allié aussi, il devient aussi un allié de ce pouvoir grotesque, que c'est un pouvoir qui va arriver bientôt à partir du 20 janvier, les pouvoirs trumpistes, et qui s'est rallié aussi parmi tous ces grands magnates du tech. C'est très inquiétant parce que les conséquences, on ne les connaît pas, hein, on est face à l'incertitude, ça c'est sûr, mais c'est très inquiétant, toutes ces mesures qui vont changer, qui sont en train de changer déjà, ils ont déjà changé, et pas mal d'événements politiques dans plusieurs pays. Mais il faut regarder aussi en Inde, on voit comment Facebook a favorisé aussi la montée aussi d'un populiste, comme on dit. On voit aussi et dans d'autres pays, d'autres exemples que je ne vais pas éviter, mais évidemment, on voit aussi récemment comment Elon Musk a fait avec X une interview à une leader de l'extrême droite allemande, hein, qui a été la diffusée présidente aussi. de l'AfD, ouais. Voilà, cette aide. Donc, c'est pas que les États-Unis, on est tous concernés. Donc, en fait, on est dans un contexte géopolitique très inquiétant voilà, de ce pouvoir complètement, comme je disais, grotesque, et aussi dans un pouvoir dans lequel la désinformation règne. C'est ça qui est le plus inquiétant. Et donc, c'est une espèce de guerre contre la démocratie, il faut l'entendre tel quel. Du coup, je pose la question et reprenez votre réponse. Du coup, c'est ça pour vous le péril sur l'info ? Voilà, hein, oui. C'est ça ? Pas seulement, mais ça fait partie de toute. Milei en Argentine aussi. Hein, Milei en Argentine, il est à peine arrivé qu'il a coupé l'équivalent de l'AFP, qui s'appelle Telam, là-bas en Argentine, et donc du jour au lendemain, voilà, ça a été supprimé purement et simplement. Enfin, voilà, Et il faut voir aussi également en Italie, hein, il faut toujours apprendre. L'Italie, ça a été toujours un laboratoire, malheureusement, par rapport au reste de l'Europe. Et il faut voir aussi toutes les mesures et également de Meloni, comment il a mis en place au sein de la RAI et tous les services publics, on parlait tout à l'heure, hein, des personnes proches de son parti politique. Donc il y a des censures, il y a beaucoup de changements qui font que voilà, les débats, il n'est pas démocratique. Il n'est pas du tout garanti. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs raisons pour s'inquiéter de ce pouvoir. Et moi, j'y pense que cette règne de la désinformation risque de nous amener vers des pouvoirs autocratiques, et vers cette triomphe de l'extrême droite un peu tout partout, pas seulement aux États-Unis, également en Europe et chez nous.
effectivement, sur la dépolitisation, c'est intéressant, enfin, si ça vous intéresse ce sujet-là, d'aller étudier un petit peu justement ce qu'a fait de la télévision Berlusconi, les années Berlusconi en Italie. Voilà, c'est assez connu, mais en tout cas, ça montre aussi un petit peu justement comment est-ce qu'on en est arrivé, nous aussi, en France, comment on a subi un petit peu ça, les conséquences de tout ça. Et effectivement, maintenant, la RAI je crois, est surnommée Télé-Mélanie. Ils ont déprogrammé, si je dis pas de bêtises, un auteur qui venait parler de Mussolini pour expliquer que c'était un fasciste, qui a été déprogrammé, qui s'est retrouvé du coup à devoir faire cette émission sur Internet. Enfin voilà, c'est vrai que l'Italie, c'est aussi un bon moyen de comparaison. Oui, il y a des nominations, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait changer complètement en Italie. Donc, il va falloir évidemment être très, très attentif et notamment connaître aussi les théories, parce qu'en fait, ils s'en servent aussi d'une fausse définition de la liberté d'expression, parce qu'en fait, pour eux, la liberté, la liberté, pour eux, c'est un débat sans filtre, c'est-à-dire avec la possibilité d'insulter, de menacer. Enfin, c'est ça l'effet de ne pas avoir des modérateurs, de fact-checkers, des personnes qui puissent filtrer par rapport à l'attente de la tolérance, du respect de l'autre, etc. Donc c'est une manière libertarienne. C'est pour ça que c'est bien de connaître un peu les philosophes et les personnes qui sont derrière. Donc j'ai passé ce week-end à voir Peter Thiel, cet Peter Allemand. Thiel, le cofondateur de PayPal avec Elon Musk, effectivement, qui est un des fers de lance du libertarisme aux États-Unis et qui a sorti un édito une chronique dans le Financial Times qui est lunaire et qui dit que quand Trump arrivera au pouvoir, on découvrira tous les secrets profonds laissés par les démocrates. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais derrière, ça pose aussi la question de le Financial Times, qui est un média libéral, mais qui est un média qui normalement ne diffuse pas de fausses informations, accepte de prendre cette chronique de Peter Thiel sans filtre, sans contextualiser, sans éditorialiser derrière. Donc c'est peut-être un signal faible, juste un signal faible, on l'espère, mais en tout cas, ça pose question. Absolument, c'est surtout également, mais ça a été très inquiétant dans la campagne américaine, également les changements aussi d'autres milliardaires, hein, notamment j'y pense à Bezos avec le Washington Post. Hein, Jeff Bezos, ouais. Qu'il a décidé de ne plus prendre parti pour aucun des candidats, c'était une manière aussi et qu'il a finalement financé sa campagne aussi. Le Washington Post n'a pas pris parti. Ouais. Et donc, on voit aussi les intérêts, donc les intérêts économiques, mais les intérêts politiques dans cette espèce de croissade. C'est ça, c'est jamais loin. Les intérêts, Lumi l'a dit aussi, les intérêts économiques ne sont jamais loin des intérêts politiques. Pourquoi Elon Musk s'en prend à l'Allemagne? C'est le pays où il a des usines Tesla. Comme par hasard, c'est là où il veut faire monter l'extrême droite. Donc, effectivement, il y a l'idéologie politique derrière, mais il y a les logiques business qui sont jamais loin. Je me trompe? Absolument. Eh ben, je crois qu'il y a notre. Moi, j'ai envie de citer que des livres. Hein, excusez-moi, je suis universitaire. Il y a un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et je voulais aussi parce que je trouve que c'est un roman. C'est un roman les romans qui étaient un concours évidemment d'Éric. Je les prononce toujours mal. C'était l'ordre du jour d'Éric Weyer. Mal à les prononcer, je suis désolé. Et c'est l'ordre du jour, c'est les romans où il raconte ces fameux dîners qui a eu lieu entre les 24... Éric Vuillard, voilà, l'ordre du jour. J'ai toujours du mal. Oui, excusez-moi, c'est comme ça. Qui a eu un prix. Qui a eu un prix. Il était un prix Lequel? Goncourt. Prix Goncourt. Oui, voilà. Ouais, bien sûr. L'ordre du jour. Donc, ouais. je voulais vous inviter à lire ce roman parce que vraiment, ça vaut plusieurs manuels d'histoire. Hein, et raconte cette fameuse dîner dans laquelle il y avait plusieurs chefs d'entreprise allemands, vraiment les 24 les plus importants, hein, des grands Opel et Benz et d'autres grandes compagnies aussi, Thyssen, etc. Et cet dîner fameux qui a changé l'histoire de l'humanité aussi, de l'histoire de l'humanité, parce qu'ils ont décidé d'appuyer, financer la campagne électorale de Hitler. C'est les dîners, je crois que c'était le mois de février hein, de 1933, où ils ont eu l'occasion d'échanger et finalement, dans ces dîners avec Hitler, ont décidé de financer et ça a permis de faire monter ces partis politiques. Parce que Hitler allait dans l'intérêt des industriels. Et voilà, l'aider à monter par les biais démocratiques. Plus. C'est ça qui est le plus inquiétant. Ouais. Lumi, Péril sur l'info, qu'est-ce que toi tu mettrais en avant? Effectivement, finalement, les répercussions concrètes dans la réalité. Enfin, je suis totalement d'accord avec ça aussi. Effectivement, le fait que, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple,
je reviens un petit peu en France parce que c'est vrai que je serais plus à l'aise que sur les États-Unis. Mais on voit bien donc qu'il y a des conséquences très concrètes donc du coup dans nos politiques, etc. sur tout ça. Et puis il y a aussi, du coup, si on fait un petit détour par Internet, on va dire, il y a, de plus en plus sur nos chaînes de télévision, on voit des personnalités qui viennent d'Internet, qui sont ce qu'on pourrait appeler des vidéastes, des influenceurs, des créateurs de contenu d'extrême droite, qui prennent de plus en plus de place, qui sont absolument partout. Tout cela, ils font partie un peu d'une même génération. C'est des trentenaires, quarantenaires. Moi aussi, je vais citer des livres. Il y a ça s'appelle Extrême droite, la nouvelle génération. C'est un bouquin qui parle de ça, qui explique en fait toute cette jeune génération avec donc les plus connus, Marion Maréchal, Geoffroy Lejeune, qui est aujourd'hui à la tête du JDD, mais également, par exemple, Éric Tegner, qui est quelqu'un qui a un média d'extrême droite qui s'appelle Frontières, qui s'appelait Livre Noir avant, qui essaye de se faire une place dans le paysage, qui aussi dispose de beaucoup de moyens. Et enfin, c'est toute une génération, Sarah Knafo, etc., qui ont tous plus ou moins le même âge. Jordan Bardella, bien sûr. Ils se connaissent tous entre eux, ils sortent aux mêmes endroits. Il n'y a plus vraiment de différence entre les jeunes LR, les jeunes zémoristes, les jeunes FNRN. Enfin voilà, tout ce petit monde se connaît, tout ce monde sort ensemble. Pour sortir de la politique, pour revenir aux médias. Oui, pardon. Non, je t'en prie. Oui, simplement, pardon. Vincent Bolloré a comme objectif, effectivement, l'union des droites. Ça aussi, c'est très documenté. Et il utilise ces médias pour promouvoir une union des droites. Cyril Hanouna avait carrément en plateau demandé à Sarah Knafo d'appeler Jordan Bardella sur son téléphone. C'était quand même assez incroyable comme séquence de télévision. Et donc, pardon, je reviens du coup sur Internet. Tout ça pour dire que toutes ces personnes connaissent également ce qu'on appellera des influenceurs d'extrême droite. Donc, il y a par exemple quelqu'un comme Thaïs Descuffon qui a été après invitée à participer à l'émission sur Europe 1 de Cyril Hanouna, justement. Ça a été encore... Elle était trop de droite, finalement. Ils n'ont pas pu la garder, etc. Mais disons, il y a beaucoup d'échanges, en fait, entre eux, à la fois les personnalités qu'on voit sur Internet, qui ont émergé sur Internet, et qui, à la base, elles se sont fait connaître. Et là, moi aussi, c'est un deuxième livre. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Pop Fascisme, qui a été fait par Pierre Plotu et Maxime Massé, qui sont des journalistes de Libération qui travaillent sur l'extrême droite, qui font un super boulot. Et en gros, qui explique très bien ça, c'est-à-dire qu'en fait, les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs d'extrême droite, en gros, c'est des personnes qui ne sont pas arrivées sur Internet et directement ont commencé à dire des trucs un peu nazis. Parce que forcément, les gens, ils n'auraient pas regardé. En fait, c'est des personnes qui ont commencé soit par faire des blagues, par exemple, comme quelqu'un comme le Raptor, il va passer par l'humour. Et après, pour faire passer tout doucement... Le Raptor, c'est un youtubeur, un des plus... Oui, c'est un des youtubeurs les plus suivis en France. Qui maintenant il est devenu un peu ringard, mais effectivement il a été énormément suivi c'était un peu la star quand même des collèges, des cours de récré. Donc c'est quand même, faut pas minimiser l'influence en fait de ce qu'on appelle cette fachosphère qui parfois on a l'impression qu'ils sont dans leur coin avec leur petit public. Alors ils ont pas effectivement, ils n'ont pas un public de fou, mais ils ont une influence très forte. Et d'ailleurs, la preuve, ils se retrouvent très facilement invités dans nos médias. Et de plus en plus, ils prennent de plus en plus de place, etc. Mais en tout cas, ils essayent toujours de faire passer leurs idées par autre chose que la politique directement. Donc ça va être la musculation, ça va être le lifestyle, ça va être ce qu'on appelle le gastronationalisme. C'est-à-dire, par exemple, de tout simplement faire des recettes bien françaises, avec beaucoup de porc, c'est la tradition, etc. Mais derrière tout ça, on veut évidemment dire du mal et des musulmans, et des véganes, et des gauchistes, et des femmes. Enfin, ça va très très vite. Ça part très très vite. Donc, si toi, tu devais résumer, donc je repose ma question, pardon, Péril sur l'info. Ah oui, pardon. Et je termine là-dessus. Du coup, je termine juste là-dessus. Ils peuvent nous faire rigoler un petit peu comme ça, ces personnages-là, parce que c'est vrai qu'ils sont grotesques. Mais ça peut aller extrêmement loin et en fait il peut y avoir des véritables répercussions dans la réalité. Donc par exemple les personnages dont je parle là, donc par exemple ce fameux le Raptor et avec un de ses comparses qui s'appelle Papacito, en 2018 ils ont fait un canal Telegram, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Monte une équipe, où en gros il proposait à des jeunes hommes de trouver d'autres jeunes hommes dans leur région pour très certainement aller faire des descentes racistes, homophobes, etc. Donc on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans le danger. Et en fait, tout ça est parti très très loin. À la fin, d'ailleurs, les deux influenceurs se sont retirés du truc parce que ça a commencé à prendre trop d'ampleur. Ça s'appelle maintenant Vengeance Patriote. À un moment donné, il y a eu quand même 400 personnes qui étaient là. 400 personnes d'extrême droite prêtes à commettre des violences sur le territoire. Et tout ça est parti quand même à la base d'Internet. Donc, et il y a aussi, aussi une personne qui projetait un attentat terroriste qui a dit qu'elle avait été inspirée à la fois par Zemmour et par Papacito. Donc il y a vraiment
tout ça pour dire, je termine là-dessus, qu'il y a des conséquences dans le réel. Évidemment, il y en a qui sont beaucoup moins immédiates, mais il y a aussi beaucoup de personnes, et évidemment en particulier les personnes non blanches qui sont les premières visées, qui vont véritablement souffrir de ça, et c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, même au-delà de l'information, effectivement, même jusque dans la rue, ça peut partir très loin. Ce Raptor, ce vidéaste sur YouTube, a fait aussi une vidéo où il fait du climato-scepticisme et dit que le réchauffement climatique est un leurre. Voilà, vous aviez fait une vidéo avec Paloma de Blast et Usul pour débunker. Donc c'est l'extrême droite, certes, mais c'est aussi le climat, c'est la question du genre, c'est l'éducation, c'est un rapport à la société, effectivement, qui est dominant Les obsessions aujourd'hui. identitaires, le Voilà. suprémacisme blanc, enfin tout ça. Finalement, je ne sais pas si je peux me permettre de prendre encore deux Conclusion. conclusions. Bah, Donc, en ça a gros, intérêt- c'est tout ça a ça pour intérêt à dire. être, tu vois. Oui, non, en fait, c'est pas très optimiste, mais tout ça pour dire, c'est vraiment pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui remonte à très très longtemps. Et en fait, l'extrême droite essaye par tous les moyens de gagner justement la fameuse bataille culturelle. La bataille culturelle, on dit souvent c'est Gramsci, mais c'est Marion Maréchal qui a dit il faut qu'on apprenne de Gramsci. Elle le cite. Donc, il vit Gramsci, vraiment. voilà, auteur italien des années 70, effectivement, qui a beaucoup écrit sur la bataille culturelle et qui est clairement à gauche. Voilà, donc Marion Maréchal le prenne en citation, c'est quand même particulier. Et non, et donc voilà, je vais pas vous faire du coup toute l'histoire, mais il y a eu énormément en fait à la fin des années 60, il y a eu par exemple le Grèce, ce qu'on appelait la nouvelle droite avec Alain de Benoît, etc. Ça fait vraiment des dizaines, des décennies que l'extrême droite essaye de gagner cette fameuse bataille culturelle. Et effectivement, c'est sur le temps long que tout ça se fait, et d'infiltrer les médias, de former des journalistes, de faire du média training, de former de plus en plus et de s'approprier aussi, grâce à l'argent, de plus en plus d'espace. Et donc tout ça, c'est vraiment sur le temps long. Et donc du coup, peut-être pour une conclusion légèrement plus positive aussi, il faudrait aussi, si on veut un petit peu freiner tout ça, réfléchir aussi sur le temps long et essayer de trouver des solutions pour détricoter ce qui déjà malheureusement est très très avancé et a beaucoup d'impact. On abordera peut-être les solutions avec vos questions. On peut déjà les applaudir. Merci beaucoup. La vidéo qui sera projetée sur YouTube s'arrête ici. Donc si vous voulez vraiment dire la vérité, vous pouvez le dire maintenant. Non,